Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Emmanuel présente Louis Plamondon. Bon, Emmanuel, on s'en va où, là? Alors là, on est en route vers Sorel pour aller rencontrer le doyen de la Chambre des communes, Louis Plamondon, député du Bloc québécois. Il en est, imagine-toi, à sa 11e campagne électorale, à l'âge de 76 ans. Il était donc de ceux qui ont fondé le Bloc québécois. C'est quand même unique dans une vie, ça, de fonder un parti fédéral, je pense. Mais lui, il a voulu fonder deux partis, en vérité. C'est doublement unique parce que il était parmi les premiers au Bloc québécois. La fondation du Bloc a été aux premières loges de ça. Mais après ça, quand Martine Ouellette, pendant les grandes crises du Bloc, il est de ceux qui ont quitté le Bloc et qui voulaient fonder un nouveau parti. A fini par se rallier. Alors, il n'y a pas froid aux yeux et il y a des grandes idéaux. Il faut croire si il est prêt 2 fois à claquer la porte de son parti pour essayer de faire naître quelque chose de nouveau. C'est le fun, le silence d'une auto électrique, hein? On entend plus la route. Tiens, regarde. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu fasses tes stops, Emmanuel. Hey, tu mets pas ça à la radio. Est-ce que tu te sens un peu chez vous, ici? Non, mon père aurait plein d'histoires à raconter et se sentirait très, très chez lui, là, parce que les Latraverses viennent de Sorel. Faut que tu m'expliques ça, là. Alors, mes ancêtres étaient des Huguenots qui ont quitté la France parce qu'ils étaient persécutés comme protestants. Et c'était des Husses qui sont venus s'installer à Sorel. Et dans le village de Sorel, il y avait trop de Husses et de Paulus. Alors, ils se sont trouvés des surnoms. Et mon ancêtre avait le traversier entre Sorel et Berthier. Et donc, c'était la Traverse. Et d'où c'est resté. Donc, tous les Latraverses sont parents. Et viennent de la région. Et viennent de la région de Sorel. Wow! Tu diras ça à M. Plamondon. Ben oui, je vais lui dire. C'est certain. Ben, veux-tu me faire une mini bio de Louis Plamondon rapidement? OK. Et donc, il dit lui-même qu'il a été séduit par la politique quand il était adolescent, souverainiste depuis l'âge de 16 ans. Il s'est laissé tenter par l'aventure de Mulroney, mais l'échec de Mitch, comme d'autres, il claque la porte. Il est de ceux qui ont fondé le Bloc québécois aux côtés de Lucien Bouchard. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un député qui, finalement, a vu les plus belles années du Bloc québécois, quand c'est vraiment un parti qui a une marque là, sur la politique fédérale importante, mais aussi les pires années. Est-ce que les gens de Sorel vont encore lui accorder leur confiance, justement parce qu'il est on le décrit comme un politicien de proximité, puis je vais lui laisser raconter ses anecdotes, je vais pas vendre le punch quand même, ou est-ce qu'ils vont être tentés par un changement, mais surtout pour quelqu'un qui a vu tant d'années de politique canadienne, les gouvernements minoritaires, le fractionnement du paysage politique, les défis de la Chambre des communes. Moi, une question que j'ai envie de lui poser, c'est quel conseil il donnerait aux recrues qui vont être élus pour la première fois le 21 octobre? Emmanuel est impressionné par sa voiture hybride. Ah, j'adore ça, Louis, des voitures hybrides. C'est le silence qui est comme... Tu vois, on entend les petits oiseaux. Ah, mon Dieu, regarde, on est vraiment sur le bord du fleuve, hein? Wow! Ben, wow!
Si tu manques de frein, on finit dans le fleuve. Oui, exactement. Hey, check ça, c'est superbe. Hein? Vraiment. Bonjour, je présente Bastien, mon réalisateur. C'est tout un spot, hein? Louis Plamondon, député de Bécancour, Nicolet, Sorel. C'est le nom des 3 MRC. Les 3 MRC depuis 1984. Vous en êtes à votre 11e campagne électorale. Oui. À 76 ans, qu'est-ce que vous aimez tant de la politique? Je sais pas. Je pense que je suis un drogué de la politique, mais ça a toujours été ma vie. J'avais 16 ans, puis je rêvais d'être député. Je suivais la politique. Par exemple, quand j'avais à mon âge, à 16 ans, il n'y avait pas de système de communication qu'on a à l'heure actuelle. Même la plupart des gens n'avaient pas encore toute la télévision. Alors, il y avait des assemblées politiques là, à l'extérieur, des grands rassemblements dans chacun des comtés. Les partis faisaient ça. Les 2 partis, il y avait juste 2 partis. J'étais fasciné de voir les orateurs. Puis là, je me disais, moi, c'est ça que je veux faire. Là. Puis ça m'intéressait pas d'aller voir un spectacle de musique s'il y avait un grand rassemblement là dans le parc. Là. Les gens s'en allaient avec leur auto. Là, puis il y avait une tribune. Puis le type parlait. Souvent, les gens écoutaient le discours dans l'auto. Qu'est-ce qui vous passionnait à 15-16 ans C'est drôle, hein, c'était la politique internationale surtout. Mais moi, je prenais le journal puis je lui lisais parce que mon père avait fait une 4e année, tu sais. Ma mère, une 5-6e année, mais ma mère savait lire. Mais moi, on lui lisait ça, puis là, moi, ça m'amenait à voir, là, dans la première page, c'était des nouvelles internationales. Tu sais, c'était... Le Soleil était un journal très sérieux. Alors, il n'était pas question de parler d'un accident ou quelque chose comme ça. C'était les grandes nouvelles. Et alors là, je lisais ça, puis ça m'intéressait. Puis j'arrivais de jouer à balle après ça avec les chums, puis je leur parlais de ça. Puis ils disaient, c'est ça. Personne ne s'intéressait à ça, mais j'ai toujours été intéressé. Puis je rêvais d'être politicien. Puis en fait, quand j'ai fait mon cours pour devenir professeur. Pourquoi être professeur? Parce que plus jeune, je rêvais d'être un frère enseignant missionnaire. Je voulais être missionnaire. Moi, ça me fascinait quand il y avait toujours les prêtres missionnaires qui venaient à la messe là, 2 ou 3 fois par année puis qui nous parlaient des missions là-bas, puis les frères habillés en blanc là, qui venaient à l'école puis qui cherchaient des vocations en Afrique. Ça, là, puis vous y pensiez encore aujourd'hui? Oui, puis quand j'ai eu l'occasion avec le gouvernement de faire 2 ou 3 voyages en Afrique, j'étais dans l'Association des parlementaires de langue française comme vice-président. Alors j'allais et je restais quelques jours de plus et je visitais les communautés qui étaient là, communautés de religieuses, communautés de frères. Puis là, je regardais, là, je me voyais faire des choses, je me voyais enseigner. Ils sont tellement réceptifs, les Africains, c'est tellement un peuple chaleureux que j'aurais envie d'y aller encore, là, mais je sais pas si je vais avoir la santé puis le temps ou si je vais être assurable. C'est ça, et c'est toujours le risque. Ouais. C'est comment être le frère de Luc Plamondon? Ouais, ça c'est bon pour moi. Mais c'est pas quelque chose que j'utilise. Les gens le savaient pas au début, là, tu sais. Ben moi-même, ça m'est revenu, mais on n'en parle pas. Mais c'est votre frère? Oui. Fait que là, il est venu quelquefois dans mon comté. Il est venu, puis les gens l'ont vu avec moi. Puis la télévision de Trois-Rivières, surtout, là, tu sais. Puis, tu sais, on le voit pas souvent, là, qu'il vit en Europe, là. Tu sais, il vit en Suisse maintenant, là. Fait que je le vois. Je le vois des fois 1 fois, des fois 2 fois par année. Je lui téléphone, on se téléphone. Mais qu'est-ce que vos parents ont fait pour élever les enfants dont un est devenu un politicien et un vétéran de la politique, puis l'autre est devenu un monument comme parolier? Oui, ben Luc, à 3 ans, Luc savait écrire, savait toutes ses lettres. Si c'était un première classe, là, de première année
jusqu'à l'université. Lui, là, à Saint-Raymond, dans les 7 premières années. Si bien qu'il n'a pas fait sa 7e année, après 6 ans, il l'a envoyé au séminaire. Parce que le curé de la paroisse était certain que s'il ferait un prêtre, tu sais. Alors, il a dit à mon père, je vais payer je vais payer ses études, puis il a payé l'étude pour aller au séminaire de Québec, puis rendu là, il a fait élément latin, puis ils ont fait sauter sa syntaxe pour arriver à la versification. C'était un talent très, très fort, Luc. Puis, là, après ça, quand il a commencé à écrire des chansons, parce qu'à 15-16 ans, il écrivait, Luc, il a même écrit une pièce de théâtre, et puis là, ça faisait plus au séminaire, là, Fait que là, il s'est en allé chez les Jésuites pour faire ses 2 philosophies. Les deux derniers temps. Mais là, mon père, quand c'est arrivé, il est allé voir le curé. Il retournait à Saint-Raymond pour lui remettre 350 $ que le curé avait payé pour l'inscription. Il ne ferait pas un prêtre, tu sais. Puis là, à un moment donné, ça s'est mis à lever. The rest is history. Là, quand il a commencé ses comédies musicales, là, ça n'a pas été Notre-Dame de Paris, le premier. C'était Starmania. C'est Starmania. Mais c'est quand même 2 parents qui ont fait 2 enfants qui ont eu des grandes carrières. Alors, moi, j'étais le tomboy. Ma mère disait toujours, ça prend un bouton noir dans toutes les familles, puis ça m'en prenait un, puis ça mouille, tu sais. Vous entendez bien avec votre frère? Ah oui, très, très bien. Oh oui. Est-ce qu'il était tannant, donc, quand il était jeune? Non. Lui, là, ils ont joué dans la cour, là, il jouait la petite, comment ça s'appelle, Beaupré, là, puis tout ça, puis il faisait la mariée, puis des mises en scène, tu sais, il n'était pas sportif, pantoute. C'était un premier de classe, là, puis il était dans une bulle un peu, là, tu sais. Ah ben. Ouais, non, mais j'étais un gars que j'aime beaucoup, tu sais, je l'aimais beaucoup, tu sais, écoute, là, il a fait quand même beaucoup pour la chanson française, pour aider des artistes à performer en Europe, mais en même temps, c'est vendeur, le Québec au bout en Europe, là, tu sais. Mais donc, passionné de politique internationale, un désir de servir, missionnaire, puis la piqûre de la souveraineté à 16 ans. Pourquoi? J'assistais à des réunions du parti Laurency. Ça, c'est avant le RN. Un nommé Barbeau, qui, lui, avait fondé ça. Il changeait même le drapeau du Québec. Tout changeait et le Québec ne s'appelait plus le Québec, s'appelait la Laurency. Alors ça, c'était les premiers mots indépendantistes que j'ai lus. Après, j'ai lu le livre de Chaput, « Pourquoi je suis séparatiste ». C'est sur le couvert, il y avait une feuille d'érable coupée en 2, là. Et j'avais lu ça. Et j'avais ça, j'étais très jeune. Puis j'avais suivi tout ça, là, sa carrière, il était fonctionnaire au fédéral, expulsé. Mais qu'est-ce qui vous interpellait là-dedans? Qu'est-ce qui vous... C'est l'identité, là. Tu sais, il y avait quelque chose de fierté, là. Puis mon père était très partisan de l'Union nationale. Alors, Duplessis, c'était... le premier geste indépendantiste posé, c'est Duplessis qui l'a fait en 52, quand il a dit il y aura 2 impôts. Il a refusé que le fédéral s'ingère dans des subventions à l'université, puis il a dit non, ce sera moi qui donnerai l'argent, j'impose un impôt provincial. C'était très, très courageux dans le temps. Et il a gagné son point. Et alors là, l'éducation est restée au même... Et ça c'est des débats là, qui m'avaient fasciné, même si j'étais très jeune. Alors ça, cette différence qu'il y avait au Canada entre les francophones et les anglophones, je voyais 2 pays là-dedans. C'était le même moteur en 1900, lors du référendum de 80? En 80, oui, j'étais très présent aussi parce que c'était c'était la finalité, là, d'élire un gouvernement souverainiste était quand même extraordinaire en 1976. Et les réformes que ce gouvernement-là a amenées au niveau du financement des partis politiques, dans tous les domaines, je pense qu'il en a fait trop d'ailleurs. Les gens étaient plus capables, il y avait trop de changements. Puis là, quand est arrivé le référendum, ben là, ça n'a pas passé. Ça a été la grande déception. Mais le geste qui m'a amené à ce que moi, j'aille personnellement en politique, c'est 82, le rapatriement de la Constitution sans le Québec. Jamais on n'aurait fait ça sans l'Ontario, jamais on n'aurait fait ça sans une province comme l'Alberta ou un autre. D'ailleurs,
au lac Meech, on ne l'a pas fait à cause du Manitoba, simplement. Alors, simplement, c'était une province. Alors, le Québec, alors là, moi, j'ai senti un coup de poignard. Ça m'a... Surtout l'arrivée du multiculturalisme et de la Charte des droits. Ça, là, ça signifiait pour moi que je devenais une communauté comme les autres. J'étais comme un immigrant dans le Canada. Tu sais, on n'était pas plus que les autres les Grecs, les Italiens, les Chinois qui étaient ici. On était une minorité comme les autres. On n'était plus un peuple fondateur. On n'était plus à l'origine de ce pays-là du tout. Alors là, ça m'a blessé là, au plus haut point. Puis je cherchais un moyen de m'impliquer. Mon obsession était de battre Trudeau. Tu sais. Et là, Trudeau est parti, mais de battre le parti. Alors, c'est là que le discours de l'évêque m'a interpellé beaucoup quand il a parlé d'un beau risque. Et ensuite, le discours de Bouchard, que Bouchard a composé à Mulroney, le retour du Québec dans l'honneur et l'enthousiasme. L'honneur, c'est un mot qui me frappait, ça, beaucoup. Alors là, j'étais embarqué. Mais vous avez accepté. Donc, après le rejet qui vous a tant blessé, là, j'ai embarqué. Vous prenez un autre beau risque pour le Canada. Non, je prends un beau risque pour le Québec, là, parce que le Québec aurait sa place, là, tu sais, parce qu'il retournerait dans la Constitution, dans l'honneur et l'enthousiasme, donc selon ses conditions, selon des conditions émises par le Québec. C'est ça que j'avais en tête, et c'est ça, sans doute, que l'évêque aussi avait en tête. Et ça me permettait de battre Trudeau. Sauf que je me présentais ici dans un comté qui avait été libéral depuis la Constitution, sauf 3 ans en 1891. Puis, alors là, moi, je me présente, puis je gagne. Alors ben là, c'est quand j'ai eu gagné, là j'ai dit, hey, je suis capable de faire ce job-là. Puis là, je réalisais là, ce qui venait de se passer. Il fallait que j'aille m'asseoir là. J'avais jamais été à Ottawa de ma vie, moi. Là, au bout d'une semaine, j'avais pas de nouvelles. Je suis monté à Ottawa. Et puis là, rendu là, j'arrive là, je regarde le Parlement, je trouve ça beau. Là, il y a un policier à la porte. Il dit, moi, j'ai gagné les élections. Il dit, quel parti conservateur? Allez-vous-en d'édifice de l'Ouest, il dit. Dans la grande salle au 2e. La salle. Fait que là, je m'en vais là, il est beau, là. Je trouvais ça beau. Et là, il y a un gars qui me dit, votre nom? Il donne mon nom, puis là, il me donne une boîte de courrier. Il dit, ça, c'est le courrier que vous avez reçu depuis l'élection. Il dit, attendez qu'on communique avec vous. Là, je suis allé m'asseoir dans mon auto avec la boîte de courrier. Là, j'ouvrais les premières lettres. C'était tout du monde qui cherchait un job ou qui était prêt à travailler. Des gens qui avaient un problème avec la poste, d'autres avec le chômage. Parce que les gens, les moyens de communication, c'est seulement juste la poste. Mais c'est ça, un travail de député aussi. Fait là, c'est là que j'ai dit, en attendant, je vais m'essayer avec ça. Tu sais. Puis là, je me suis envenu dans mon comté, je me suis trouvé un bureau. Puis là, j'ai commencé à faire des cas de comté, puis j'ai goûté à ça, puis j'ai pris goût à ça. Vous n'êtes pas connu comme le grand orateur des communes, etc. Vous, c'est pas vous. Là. Non. Vous êtes... On fait des discours quand j'ai mes rassemblements à moi, là. Mais vous êtes un député de proximité. Ouais. Moi, là, je vais à la Chambre des communes, là, quand il y a des votes, quand il y a la période de questions, pour être bien au courant de ce qui va être d'actualité. Je lis tous mes communiqués, tous les courriers. Je lis ça personnellement. La correspondance, c'est tout moi qui a fait, qui répond personnellement, pas Internet, là, à la main. Et encore aujourd'hui? Oui. Je donne ça à mon adjoint parce que je suis pas capable d'écrire en pensée avec lettres. Je bloque. Là, à la main, là, je peux écrire des belles grandes lettres puis des mots de félicitations. Je surveille. Par exemple, là, je réponds donc à tous les courriers, puis tous les téléphones qui rentrent au bureau, je parle avec les gens. Mon objectif, c'est toujours de parler à 50 personnes par semaine, 50 semaines, 2500 personnes pendant 4 ans, 10 000 personnes. Si on compte le conjoint ou la conjointe, un contact avec 20 000 personnes. Tu sais. Alors là, ça, c'est bien important, le contact avec les citoyens. Puis j'ai une liste aussi d'une trentaine d'activités, de plans, un plan que je mets en application continuellement.
parce que moi, mon numéro est dans l'annuaire, fait qu'ils m'appellent aussi les gens ici. les cultivateurs, le matin, n'importe quoi. Vous appelez à la maison, les électeurs? Ah ben oui. Mais voyons donc. Sonne à la porte. Ah. Ah, c'est bon, c'est Monsieur Saint-Louis, je suis en entrevue avec quelqu'un, je vais vous rappeler. Mais les gens oui. viennent sonner à la porte. Donc c'est quoi, vous, votre job de député dans la vie? Pardon? Ah, oui, il y a un aspect social très important, communautaire. Mais non, les gens viennent avouer chez nous, c'est pas souvent, mais ça arrive que quelques fois tous les mois. Puis mon téléphone est dans l'annuaire, donc c'est facile de me rejoindre. Moi, je me rappellerai toujours à minuit moins 10 à Noël. Minuit moins 10, puis j'écoutais un film, on avait soupé, puis la visite était partie, puis il m'appelle, il dit « Louis, j'étais à un party avec ma nouvelle blonde, puis elle a un problème, elle, avec son hypothèque à la Caisse populaire, elle pourrait-tu aller te voir la semaine prochaine? Oh ben non, je peux-tu te la passer, puis tu y parles? » Alors, je dis, passe-moi là, j'y ai parlé avec, puis j'ai dit, OK, venez me voir lundi, là, puis c'était minuit moins quart, le jour de Noël. Mais donc, c'est quoi votre job de député? C'est d'aider les gens? C'est de... Ouais. Mais d'être attentif aux besoins des citoyens, être au service. Tu fais pas ça pour... je fais pas ça pour la reconnaissance. Le type qui fait de la politique pour la reconnaissance, il fait une erreur monumentale. Il est mieux de s'acheter un beau gros chien. Ouais, beaucoup plus de reconnaissance. Faut que tu fasses ça parce que t'aimes ça. T'sais. Fait que vous, c'est pas le thrill, la période des questions, puis les scandales, puis tout ce dont on parle, la politique, c'est pas là que vous investissez votre temps, votre énergie. Oui, aussi, mais beaucoup. Pour convaincre, là, rien de mieux, là, si tu vas, par exemple, dans une vieille taverne, là, puis les gens sont là parce que quelqu'un m'a invité à lui remettre le trophée de poule, là, puis tu t'assois, puis ils disent « Ouais, tu vois, Chris, ce que ça donne, la souveraineté. » Puis là, tu t'assois, puis tu leur expliques ce que c'est. Ça voudrait dire que des mots bien simples, là. T'as beaucoup plus, parce qu'ils t'aiment, t'as beaucoup plus de crédibilité que si t'étais frais, hein, si t'étais un député hautain. Mais là, je suis proche d'eux autres, là, puis ils m'appellent par mon prénom, la plupart m'appellent Tiwi, puis c'est le fun, tu sais, puis là, on parle, puis ils prennent une grosse bière, là, puis ils me parlent, puis ils jasent, puis bon, ben, c'est partout, dans toutes les activités que je vois. Dis-moi, samedi passé, j'ai fait 8 activités différentes dans mon comté. J'ai 45 municipalités, 200 km de long. Je fais 80 000 km par année. Alors, je rencontre du monde. J'ai rencontré du monde dans tout. Il y avait un concert, il y avait la fête des tomates, il y avait aussi des activités à Pierreville, la fondation d'un club Lyon, puis toutes sortes de choses comme ça. C'était intéressant. Mais vous avez des vieux trucs aussi, il paraît. Oui, beaucoup. C'est vrai que vous avez un jeu de cartes avec votre photo dessus? Oui, mais ça, c'était... je donne ça aux âges d'or. Ça, c'est les clubs FADOC. J'en ai 46. Alors, je la renvoie à l'automne, une dizaine chacun de jeux de cartes en disant, là, l'automne arrive, quel beau temps pour reprendre les parties de cartes en groupe, tout ça. Puis je les rencontre quand je vais les jouer. Il y a vos photos, ça appartient. Oui. Et mon Dieu, je vous en ai ramené un. Mais vous avez vraiment vos photos sur des jeux de cartes. Ouais. Oui. Comment ça vous est venu l'idée de distribuer des jeux de cartes avec votre photo de député dessus? Sérieusement? Ben, c'est que les gens, à l'âge d'or, ils jouent aux cartes. Beaucoup de gens jouent aux cartes. Puis, il faut qu'ils achètent les jeux, tout ça. Puis là, je me suis dit, c'est bien le fun. Puis j'avais vu ça, à quelque part, un jeu de cartes qui annonçait un lieu de visite. Tu sais, c'était un lieu touristique. Je disais, c'est bon, ça va être bon, ça. Puis je l'ai fait, puis il m'en reste encore des jeux, là. Puis il y a plus que ça aussi, la pétanque. Il mesure c'est très sérieux, la pétanque, quand il mesure. Donc, le mesureur avec Louis Plamondon dessus. Après ça, j'avais des choses, des accroches-lunettes dans l'auto, là. Mm-hmm. Avec Louis Plamondon, j'avais les patentes de lecture, tu sais, pour une petite lumière. Oui, sur un livre. Sur un livre. Fait que chaque maison de votre comté a une bébelle avec votre photo dessus. Pas tant que ça, mais il y en a. Il y a beaucoup de choses comme ça. Par exemple,
toutes les gens qui meurent dans mon comté reçoivent une carte mortuaire, un mot de réconfort. Quand c'est des gens qui plus dramatiques, des jeunes dans des accidents, des choses comme ça, ben, je compose une belle lettre, là, plus personnalisée. C'est la semaine de la police, alors tous les policiers, il y en a 344 dans mon comté, il y a 3 postes. Ils reçoivent une lettre d'appréciation de leur travail. Donc, vous, là, le 21 octobre, là, il va y avoir certainement des recrues, des nouveaux venus en politique qui arrivent avec des rêves, qui arrivent avec des ambitions, qui arrivent... Si vous aviez un conseil à leur donner à ces recrues-là, ça serait quoi? Les nouveaux qui arrivent, là, un coup qu'ils sont élus, je n'aurais beaucoup de conseils, mais... Non, une fois qu'ils sont élus, là. Une fois qu'ils sont élus. Ah oui, quand je les rencontre... La première, vous croisez un nouveau venu, là, un nouveau député, là... Là, on l'envoie à l'école de Louis Plamondon. Faites pas la première erreur que j'ai fait, moi, quand j'ai été élu. Je me rappelle, j'avais passé, je pense, dans le premier mois, 3 fois aux nouvelles à TVA ou à Radio-Canada. Puis là, je disais ce que ça devait être, le gouvernement, puis tout ça. Ça n'allait pas tout à fait dans la ligne du parti, tu sais. Alors, quand on s'est réunis pour la première fois, il y a un vieux sénateur qui m'a dit « Je voudrais vous parler quelques minutes », puis il m'a amené dans son bureau. Alors, son bureau était pas loin. Il dit, jeune homme, regardez sur le mur. Il y avait un beau poisson empaillé. Il dit, voyez-vous, s'il s'était fermé la gueule, il serait encore vivant. En politique, c'est pareil. Il faut pas trop parler. J'ai écouté son conseil. Alors, le meilleur conseil que je leur dirais, c'est parlez quand vous avez quelque chose d'intelligent à dire. Et deuxièmement, apprenez à gérer vos frustrations. Parce qu'en politique, ce n'est que frustration. Vous serez pas nommé ministre. Pourquoi ça que je suis pas porte-parole là-dedans? Pourquoi c'est pas à moi qui ai donné la question? Comment se fait ça? Il y a plein de frustrations par rapport à ton parti. Et aussi plein de frustrations par rapport à la couverture qu'on va te donner pour un événement que tu penses important. Ou une déclaration que tu as travaillé pendant 3 jours puis que pas un journaliste en parle, tu sais. Alors là, une présence à un événement, on décrit tous ceux qui étaient là, puis on t'oublie. Tu sais, ça arrive occasionnellement. Toutes sortes de choses. Il y a plein de frustrations en politique. C'est dur, la politique. Si vous savez gérer vos frustrations, vous pourrez peut-être résister longtemps. Ça, c'est important. Parler au bon moment, puis savoir gérer ses frustrations et surtout faire son travail parce qu'on aime rendre service, parce qu'on aime être disponible. Pas pour avoir de la reconnaissance. Je le répète, pour avoir de la reconnaissance, c'est mieux de t'acheter un beau chien que d'espérer avoir cela de la politique. C'est très ingrat, la politique. Mais sur l'histoire du poisson puis de se la fermer, là, je veux vous entendre là-dessus. On entend toujours, année après année, des reproches sur la discipline de parti, comment c'est difficile, c'est frustrant. M. Mulroney est un chef qui avait la loyauté, beaucoup, une affection de ses députés. M. Duceppe est un chef qui avait quand même beaucoup de discipline au Bloc québécois. Là. Ça a longtemps été un parti discipliné. Oui, mais vous, en avez-vous contre la discipline de parti? Non, parce que tu peux pas... Moi, savez-vous, je rêve d'un Parlement où tous les critiques là, des différents journaux là, à la radio seraient élus. Je voudrais bien voir fonctionner sans discipline comme eux prétendent. Là. Tu sais, tu peux pas jouer au hockey puis dire, moi, je suis un joueur individuel. Ça marche pas. Il faut que tu marches en équipe. Tout marche en équipe. Les affaires, ça marche grâce à une équipe. Tout marche en équipe. Tu peux pas produire une émission de télévision sans que l'équipe soit pas unie puis qu'il n'y ait pas un chef, tu sais. Alors, il faut que... C'est pareil en politique. Je l'accepte, ça. Cependant, il faut des débats à l'intérieur du parti très ouverts. Et ça, Duceppe, il était très fort là-dessus. Il pouvait, nous, à 9h le matin, puis ça finissait à midi, puis il dit non, on n'a pas atteint de consensus, on va recommencer à soir à 7h. On se réunissait le soir à 7h, puis là, quand que ça finissait, il disait, on est-tu d'accord là-dessus, là? Ça. C'est ça la ligne, vous êtes d'accord? C'est qui le porte-parole? C'est toi, François? Lui va en parler, puis moi. Pas d'autre. D'accord? D'accord. Finissait de même. Puis ça marchait, la discipline en tabarnouche. Parce qu'on lui a beaucoup reproché de mener le bloc avec une main de fer là, pendant certaines années. Mais il était exigeant pour lui-même, puis exigeant pour nous autres. Par exemple, si tu étais critique là, dans un domaine, et tu ne pouvais intervenir si après avoir critiqué, tu n'avais pas une solution de rechange. C'est ça qui faisait la force. Les gens ne l'ont jamais compris, mais c'est ça qui faisait la force du bloc.
avait toujours des propositions de rechange. Pour le Bloc québécois, après les déchirements presque délirants là, des derniers 2 ans, c'était terrible. Est-ce que c'est pas aussi une élection de la dernière chance? Ben, je pense que c'était la dernière, là, quand on est tombé à 4, là, puis il y en a un qui a fondé un parti, puis l'autre s'est en allé maire, puis l'autre a dit, je me représente pas, puis j'étais tout seul là. J'étais ennuyant pas mal, là. Là, je te dis que tu te grattes la tête, tu dis que je lâche pas, m'en vas-tu? Puis j'avais des offres, là, pour des belles jobs, là, tu sais, là. Puis donc, député provincial, il y avait une élection partielle, puis il y avait à la mairie à Sorel. Ça, c'est en 2015. Ouais. Puis là, j'y allais pas parce que je disais non, il faut que je tienne le flambeau. Puis là, on est monté à 10, là. Tu sais, là, ça veut dire qu'on est reparti. Et là, le caucus est très uni. Puis en plus, on a recruté des mots juste de bons candidats. Là, c'est surprenant. Et puis, c'est emballant. Et je suis certain que ça va accrocher. Il y a encore... Les gens ont la mémoire courte. Et souvent... Là, ils se rappellent pas comment ça allait bien quand le Bloc était là, comment on menait le combat pour le Québec, comment on portait les consensus du Québec à Ottawa. Ce qui se fait pas. Le NPD, moi, j'étais inquiet par la batch de jeunes qui est arrivée là, mais ils ont appris vite parce que la plupart étaient universitaires, ils avaient des capacités intellectuelles d'apprendre. Mais sauf que, moi, je leur disais, vous prononcez jamais le mot Québec. Parce que c'est toujours les Canadiennes. La souveraineté, vous avez commencé à y croire, vous aviez 16 ans. Oui. Vous aviez eu 2 défaites. Oui. 2 référendums. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer ce mouvement-là pour vous? Parce que vous y croyez toujours. Oui, j'y crois toujours. Je crois toujours à la souveraineté nécessaire. C'est l'enfance d'une nation, la souveraineté. Si tu crois... Mais les Québécois vous suivent plus là-dedans. Ouais, beaucoup, ils se définissent moins, les jeunes se définissent moins comme une nation. Ils se définissent comme des individus du monde, beaucoup, et ils se définissent aussi comme absolument n'importe peu, que ce soit Canadiens ou Québécois, plus Québécois que Canadiens. C'est incroyable. C'est sûr que l'enseignement de l'histoire a changé tout, c'est-à-dire l'absence de l'enseignement de l'histoire a changé beaucoup. Puis je vous dirais qu'aussi, nous, notre motivation à ma génération, elle était très grande par exemple, l'absence du français dans l'affichage, l'absence du français partout, la bataille. Les vendeuses qui parlent anglais chez l'abbé. Puis la loi 101 a été magnifique pour le Québec, mais a nui à l'indépendance. Parce que les gens n'en sentent plus l'urgence. C'est qu'il faut leur démontrer d'une autre manière. Oui, par la langue, c'est toujours important pour la conserver, mais je pense que ça va prendre des raisons économiques, puis elles se pointent, les raisons économiques. La bataille pour l'environnement, par exemple, le problème du transport du pétrole, aussi l'importance d'être assis aux grandes tables internationales et non pas être un dixième, là, tu sais, mais d'être là. Et nous avons fait notre nid au niveau, par exemple, de l'intelligence artificielle. Le Canada, c'était l'industrie d'automobile en Ontario, c'était les pêches dans l'Est, puis c'était au centre le blé, puis la Colombie-Britannique, c'était l'Asie. Et le Québec, c'était les forêts. Mais c'est plus ça, là, c'est 10% les forêts. Regardez juste au niveau du fromage. 80% des fromages canadiens sont produits au Québec, tu sais. C'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'initiatives et beaucoup de petits secteurs qu'on peut développer internationalement. Et l'arrivée d'un parti nationaliste comme celui de Legault peut amener à faire grandir ce sentiment-là. Vous pensez que le nationalisme de M. Legault va nourrir la ferveur souverainiste? Oui, même à l'intérieur peut-être de son parti, à force de se faire dire non. Il se fait dire non surtout, là. La laïcité, par exemple. Il se fait condamner par le Parti vert, il se fait condamner par le NPD, il se fait condamner par les conservateurs, il se fait condamner par les libéraux.
Il arrive au niveau de l'immigration, le contrôle de l'immigration. On lui refuse le contrôle de l'immigration et tous les partis sont d'accord. Hein? Alors là, c'est non là-dessus, sur toutes ces orientations. Eh bien, ça va finir par... ça fait bouillir les gens un peu, ça. Et la fierté québécoise grandit dans ce temps-là. Puis autre chose, c'est que son congrès de jeunes, là, j'ai été surpris que moi, je suis certain qu'ils parlent rien que d'affaires. Mais non, leur priorité, c'était la langue française. Et la langue française est en danger à Montréal, qu'on le veuille ou non. Même si notre journaliste Auger a écrit dans son livre, son premier paragraphe, qui disait qu'il n'y a aucun danger pour la langue française à Montréal, elle est bien vivante. Moi, je pense qu'on le voit là, qu'il y a un danger. Puis, alors là, si eux autres arrivent, ils font ça comme priorité, ils vont influencer l'Assemblée générale du parti aussi. Monsieur Legault répète que ça a bien de l'allure, puis que lui ici, il veut ça. La bataille du français, elle avait conduit à l'élection du Parti québécois, puis à la création du mouvement indépendantiste. Alors là, ça me donne des lueurs d'espoir, en tout cas. Ça vous donne le goût de continuer, en tout cas. Oui, ça pour... là, je sais... Si je continue, puis c'est pas des... Mais c'est-tu votre dernière? J'ai aucune raison financière de continuer. Hein. Alors, je le fais par passion, là, vraiment une passion. Puis, je fais un autre mandat. Là. Mais est-ce que c'est votre dernière, celle-ci? Ça, j'aimerais ça avoir la santé pour en faire encore une couple. Là, vraiment? Ah ouais. Moi, je voudrais ça, mourir comme député. Là, comme des coureurs automobiles, quand ils meurent dans un accident, on dit « Ah, il est mort en faisant ce qu'il aimait ». Eh bien, moi, je voudrais mourir en faisant ce que j'aime, la politique. Ben, merci beaucoup. Vous avez été vraiment généreux, c'était le fun. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laisser un commentaire. Oui, 5 étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook, bien sûr mes chroniques sur Cube Radio, les lundis et vendredis à Franchement dit avec Jonathan Trudeau, mardi, jeudi au Retour de Mario Dumont et le mercredi à Politiquement Incorrect avec Richard Martineau. Merci d'être à l'écoute. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuelle Latraverse. Au montage, Anne-Sophie Carpentier. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Et c'est une production Cube Radio.